deuxième épisode, on va se pencher sur la grille urbaine et sa naissance dans l'Antiquité. C'est quelque chose qui a influencé la production d'une part architecturale comme urbaine. Ça lui a laissé des outils formidables comme des mots assez rudes et c'est une base théorique et formelle qui va être un appui à différentes volontés. Alors on va pas pouvoir parler de l'évolution de la grille en plan sur toute la plage de temps entre l'Antiquité et nos jours, parce que ça serait beaucoup trop long et on n'arriverait pas à courir les choses de manière sérieuse. On va d'abord contextualiser, avant d'entrer dans le vif du sujet. On est en Grèce, donc après la guerre du Péloponnèse, à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est une guerre qui va opposer les Spartiates et leurs alliés face aux Athéniens. Et en fait, c'est surtout une guerre qui va confronter deux modèles sociaux très différents à l'époque. Donc il y a celui des Athéniens qui est plutôt une démocratie, et celui des Spartiates qui est une oligarchie. Et donc c'est un conflit qui va durer environ 30 ans et qui va mener à la chute du modèle athénien et la décadence de sa démocratie. Dans tout ça, il y a la ville de Milet, donc, qui est sous égide athénienne à l'époque, et à cet instant, ça va être le théâtre d'un affrontement dans la deuxième partie du conflit. La victoire, elle est hellénique, mais il faut reconstruire la ville. Là, il y a un monsieur qui est Hippodamos de Milet, donc qui va proposer un plan nouveau de sa ville natale. Alors, précaution oratoire, on va rentrer dans le domaine de l'utopie. On ne peut pas dire avec exactitude que le plan d'Hippodamos a été construit, ni même s'il est véridique dans sa forme, puisque les textes relatifs à la constitution de la nouvelle ville de Milet sont déjà assez rares. Pour ce qui est d'Hippodamos lui-même, on a le philosophe Aristote qui nous en parle dans ses textes donc à deux reprises. On a eu plusieurs traductions des textes de Aristote au fur et à mesure de l'histoire. Dans un premier temps, il y avait la tradition médiévale qui va représenter les choses de manière assez fidèle, et en tout cas représenter le personnage et les volontés d'Hippodamos de manière assez fidèle selon une prof d'histoire de l'université de Montréal qui s'appelle Gabriela Cursaru, jusqu'à ce qu'on arrive à la Renaissance. Ici on retrouve un monsieur qui s'appelle Pietro Vettori, donc qui est philologue, donc qui traduit de nombreux textes antiques dont celui d'Aristote. Et selon une autre dame, donc Vanessa Gormand, qui est géographe à l'université de Pennsylvanie, Vettori il va mal traduire certains mots qui vont être clés dans la compréhension des faits. Les principaux mots, en tout cas la principale phrase étant une traduction qui laisse dire que Hippodamos a mis en forme le tracé géométrique, alors que selon elle, la phrase aurait dû être Hippodamos a mis en point la division de la cité, ce qui n'est pas la même chose. Alors plein d'autres erreurs, mais voilà, comme on dit, on voit l'importance de la traduction et de l'adage traduire c'est trahir, ce qui est quand même un comble parce que c'est un adage italien comme Vettori, quoi. Donc bon, à savoir, Hippodamos de Milet n'est pas un urbaniste puisque ça n'existe pas à l'époque et qu'il avait sans doute pas les outils pour l'aménagement du territoire à cette échelle-là. Il est désigné dans les textes d'Aristote comme un architecte, un météorologue et un penseur de la nature. Donc c'était un homme qui était théoricien, quoi, et participait de près ou de loin à la reconstitution de sa ville natale. Donc maintenant que le contexte est posé, on va pouvoir se jeter dans son travail, donc dans son utopie. Il y a un cadre qui s'y prête fortement. Donc la guerre s'est déroulée, on a eu une espèce de table rase de la ville de Milet, et on se retrouve avec une nécessité de refaire la ville démocratique, donc après sa victoire. Le fait est que le seul élément qui nous est donné de ce travail d'Hippodamos, c'est le plan masse de la ville. Et donc on retrouve un territoire au bord de mer, donc avec une grande muraille, comme vous le voyez sur la carte, suivant la topographie, donc pour protéger des invasions terrestres. La ville, elle se présente comme un immense quadrillage divisé en trois parties distinctes, donc avec des édifices ou des places publiques qui font un vide dans la trame. Et tout ce qui sort du quadrillage, c'est d'une part les zones consacrées à la religion, d'autres aux affaires publiques, donc concernant la cité, les citoyens. Et enfin, il y a des zones commerciales. Et le port, lui, il se situe dans une poche de mer entrant dans les terres, ce qui permet de le protéger avec des murailles lui aussi. Le contenu de ce quadrillage, il se présente comme des ensembles d'îlots de logement, donc avec aussi des institutions ou des zones de stockage commercial. Il y a les largeurs d'îlots qui valaient 2 maisons plus la largeur d'une venelle, donc qui les séparait. Et donc on avait des rues qui les desservaient, qui étaient soit secondaires, donc d'environ 3 à 5 mètres, soit elles étaient principales, donc de 5 à 10 mètres.
On voit aussi que la ville elle témoigne d'une grande horizontalité, même si on peut être biaisé par le fait qu'on n'ait pas la vision des volumes et que le seul élément qui déroge, en tout cas les seuls éléments qui dérogent à la structure de la trame, sont des institutions qui doivent être colossales, des temples qui n'ont pas à s'adapter par leur importance, qui dépassent la grille mise en place. Alors c'est clairement pas la première fois que le plan en damier est utilisé à l'échelle de la ville. Hérodote, qui est un géographe et historien antique, donc peu de temps avant, parlait de ses voyages, notamment à Babylone, où il décrit des grandes rues perpendiculaires les unes aux autres. Et après Milet, dans l'Antiquité, on sait que les Romains vont aussi travailler avec ce concept de damier, avec pour exemple, vous voyez ici, des impressionnantes sanctuariations, donc, qui sont visibles à l'œil nu sur les cartes dans les terres de campagne. Ici, c'est au nord-est de Venise, donc à côté de la ville de Padoue. Alors, en tout cas, au vu des descriptions des villes grecques et d'Athènes de la part d'un philosophe grec qui s'appelle Dicéarque, c'est un urbanisme pauvre à l'époque, donc désordonné, aux ruelles sinueuses. Les Grecs y étaient habitués et c'est sûrement une des causes, la portée qu'a eu le travail d'Hippodamos et de son retentissement. Alors, Alfred Perrault, donc, qui est historien de l'Antiquité, il nous dit quelque chose de crucial à comprendre dans la proposition d'Hippodamos. C'est pas simplement ou forcément la forme urbaine qui est remarquable ici. Ce qui est remarquable pour lui, c'est d'une part l'orthogonalité, qui sert plus le fait religieux. Selon lui, l'orthogonalité change d'échelle et c'est plus simplement la manifestation du fait sacré et religieux, mais ça devient celui du peuple. L'angle droit, la perpendiculaire, le quadrillage qui servent maintenant de profane, et un idéal auquel aspire cette société, un idéal que s'est fixé sans l'aide des dieux de son époque. D'autre part, Hippodamos y met en forme une cité à l'image de sa société. D'une part, la maison à Mégaron, qui se présente sans exception dans toutes les entités bâties du quadrillage. Mégaron, c'est une pièce principale de riches habitations de cette ère, et elle est mise à disposition de tous ici. Et d'autre part, c'est une organisation de la société qui est reflétée, donc une organisation horizontale, une démocratie héritée d'Athènes et dans laquelle les citoyens sont égaux. Donc on voit avec tous ces mots employés, la démocratie, les citoyens, l'horizontalité, le profane, l'utopie d'une nouvelle ville. Hippodamos, c'est quelqu'un avec énormément de poids sur les épaules, puisque dans l'histoire, on va lui assigner par l'utilisation de son nom toutes sortes de choses. Le fait est que son nom, par la dénomination du plan hippodamien, et vous voyez que je ne l'ai pas utilisé depuis le début, va aussi de pair avec des choses parfois rudes, comme les villes coloniales qui empruntent pour beaucoup, si ce n'est toutes, le modèle, par sa capacité de domination, de standardisation du travail, des mobilités et le contrôle de la masse qui est facilité. Plus proche de nous, les pensées modernes urbaines, donc incarnées par Le Corbusier principalement, qui voient l'orthogonalité et les rues droites comme permettant de rationaliser l'espace urbain, comme étant aussi des choses plus belles, et qui permettent surtout de décongestionner la ville, de la rendre plus propre. En tout cas, voilà, ça suit les tendances du début du XXe siècle, et on voit que c'est un modèle qui, depuis des millénaires, fascine, et c'est intéressant de se demander s'il doit continuer à nous fasciner pour faire société, quoi. Je sais plus où j'ai entendu cette phrase, mais je crois que c'était au sujet du travail d'Haussmann à Paris, que là où l'architecture cultive le pouvoir, le contre-pouvoir pourra toujours s'opérer. C'est une phrase assez intéressante et je considère que c'est une chose extrêmement importante à garder en tête, que ce soit à l'échelle de l'architecture ou de la ville. Parce que bon, maintenant, imaginons que le plan se fasse construire, le plan d'Hippodamos, et qu'une offensive perse se prépare, gagne et vive les lieux dans l'utopie d'Hippodamos. À quelle difficulté ils se heurtent les Spartiates dans le vécu de la ville. Et je trouve que le parallèle peut être drôle à faire avec un film qui est Batman The Dark Knight Rises. Dans ce film, la ville de Gotham, qui est en fait New York, enfin je crois plus précisément l'État de New Jersey, elle est mise sous tutelle des rebelles terroristes. Donc on va avoir une ville qui subit la loi martiale, avec un contrôle des rues, un contrôle des entrées, des sorties et surtout des quartiers. Et on peut voir en ça, et ça ne m'étonne pas tellement que ce soit à travers un film de super-héros, que ce dont parlait Rem Koolhaas, donc Rem Koolhaas qui est architecte, donc il déclarait que New York ne pouvait pas subir d'intervention totalitaire, en tout cas il y était immunisé, de par sa typologie de quadrillage, alliée à la culture de la congestion.
Et on peut voir que en fait, ça c'est pas à prendre à la lettre. Alors ça reste une fiction, mais enfin, le totalitarisme, il pouvait se mettre en place. On pouvait même voir qu'une tour, par exemple, était dédiée à la justice, que les souterrains étaient des prisons pour les policiers. Il y avait la capacité, en tout cas, à rendre des cases comme monofonctionnelles et pas comme des empilements de programmes différents. Bon, alors à la fin, il y a une rébellion qui s'organise et Batman, il arrive à sauver la ville, mais enfin, le contrôle total, comme le fractionnement et la mosaïque d'épisodes s'y déroulant, sont tout à fait possibles. Ouais. Et en fait, je veux venir au fait, avec tout ça, que la signification et le symbole du damier peuvent se fracasser face à ce que je pense est son essence et sa particularité, c'est sa neutralité. Une grille, un damier, c'est quelque chose qui est par définition neutre. C'est ce qu'on en fait qui, en tout cas je pense, décide de l'orientation. Mais cette plateforme, ce damier, ça a l'air d'être un grand vide qui fait tout dire et son contraire, plus qu'il ne va permettre de prendre de décisions. Alors on a eu une discussion avec Farah Fervel, donc, qui est étudiante à l'Université catholique de Louvain à Bruxelles, et qui était aussi étudiante à l'Université de Montréal en architecture au sujet de la ville de Montréal. Donc on l'a interrogée au sujet de cette ville qu'elle a vécue pendant un long moment et nous raconte les plaisirs et les expériences qui sont encore dans son esprit et qui sont les siennes. Elle nous explique d'abord d'où vient le plan damier. Donc il est issu de l'occupation française, des divisions seigneuriales qui se sont mises en place. Les îlots qui sont actuellement, c'est en fait des parcelles agricoles. Et la première rue qui s'est dégagée de l'enceinte primaire, c'était le boulevard Saint-Laurent qui était parallèle à l'axe fluvial, donc au fleuve qui passait ici. Donc Montréal étant une ville fluviale, il y avait une partie des rues qui était mise dans l'axe est-ouest, donc qui était parallèle au fleuve, et une autre partie qui était perpendiculaire, donc nord-sud. Et donc on lui demande comment est vécue la chose. Et elle nous renseigne sur le côté pratique de cette disposition et le fait qu'il est extrêmement facile de se repérer, surtout pour les piétons. Quand je lui ai évoqué la question de la surprise dans la ville, comme dans les villes italiennes, là où ça m'a personnellement toujours bien frappé, notamment à Venise, la surprise de la place, du grand espace, de la compression, de l'ouverture, parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le plan damier, en fait, elle nous évoque les différences culturelles. La socialisation ne se passe pas dans les grandes places de la ville, mais plutôt dans les parcs, dans les lieux où on peut faire société et qui sont détachés en tout cas du damier. Et autre fait, c'est celui que des appartenances au grand quartier, un peu ce que Koulas décrivait sur la ville de New York et son développement d'épisodes à chaque niveau, donc des grandes tours. Farah nous parle d'une mosaïque d'épisodes verticaux, donc par la traversée d'un boulevard à Montréal, on peut voir différentes visions de la ville. En fait, c'est la synthèse de ce qui la forme, donc un panel de cultures, de communautés qui nourrissent la cité sans se mélanger. Les ruelles vertes, donc qui sont au cœur des îlots cette fois, c'est des lieux d'aménagement et de vie, de jeu, donc c'est un peu synonyme d'appropriation. Donc cette question de vivre la ville orthogonale, vous me comprenez, c'est pas pour le plaisir de la poser. L'architecte moderne qui était Le Corbusier, il pensait faire la ville parfaite à l'aide du quadrillage, de la trame, de réseaux superposés qui ressemblaient pas mal aux travaux et aux utopies urbaines de Léonard de Vinci ou même certains travaux d'Hilberseimer, donc qui était un autre architecte à peu près de la même époque. Et on peut avoir le sentiment que cette idée de décongestion, de nettoyage des cœurs de ville, de l'hygiénisation, de la recherche de la salubrité, elle peut être parfois assez effrayante, surtout si on prend en compte les correspondances, par exemple avec sa mère, concernant le destin des Juifs d'Europe durant les années 30-40, sa proximité avec le fascisme, même s'il détestait Hitler, parce qu'apparemment, selon certains, il était assez germanophobe, ça n'empêche qu'il y a beaucoup de faits accablants sur son sujet. Alors, à l'époque, on le considère à la lecture de certains de ses textes comme aussi d'extrême gauche. Donc, et beaucoup de textes analysent tout ça, en tout cas de manière très claire et étayée, que ce soit pour dire qu'il était fasciste ou non. Et je pense que je laisserai le bénéfice du doute tant que j'ai pas pu comprendre parfaitement l'histoire, mais en tout cas, faut faire attention. Je crois pas au fait qu'on puisse séparer l'homme de l'artiste, pour reprendre l'expression utilisée envers Roman Polanski récemment. On peut pas dissocier les deux, surtout quand on parle de projets urbains dans une époque où des groupes ethniques se font déporter et qu'on parle d'une architecture qui avait tout de même un grand pouvoir, en tout cas un architecte qui avait de grands pouvoirs aussi à l'époque. Donc encore cette belle utopie de Hippodamos qui est vendue, qui peut se transformer en cauchemar et dont l'héritage américain aujourd'hui, c'est
c'est que la source et le vestige du colonialisme européen. Alors, est-ce que c'était la manière la plus simple de construire des villes ex nihilo avec des outils simples? Faudrait voir. Je pense que je devrais pas avoir autant de bons soupçons sur cette histoire de colonialisme, en tout cas. Donc encore une fois, connaître son passé, c'est important et ça nécessite une prise de recul qui permet de comprendre la portée des travaux. On a utilisé par moments, et j'accuse pas que les modernes, mais plein d'autres, mais les travaux d'Hippodamos, non pas comme un but, mais comme un moyen, un peu comme la lutte primitive. C'est-à-dire que plutôt de considérer la ville comme l'image de la démocratie, comme la traduction d'une volonté citoyenne collective, ce qui est quelque chose de très noble en soi, et peu importe ce que l'on pense du système actuel, l'impression qu'on a pris le modèle comme dessiné en accordant à ce monsieur les crédits de propos qui n'étaient pas les siens. Et on en revient à cette neutralité de la trame qui peut prendre tous les visages qu'on souhaite lui faire porter. Aujourd'hui, on voit que la ville vécue et la ville qui se prépare pour demain doit répondre à des demandes auxquelles elle n'a jamais été conçue ou pensée, ou en tout cas très peu, surtout vis-à-vis de l'ampleur des éléments qui arrivent. La résilience météorologique vis-à-vis des phénomènes extrêmes, que ce soit la chaleur, la montée des eaux, les inondations, l'air et sa qualité, la pollution. Toutes ces choses, elles viennent si rapidement et on n'arrive pas à s'adapter à ça. J'ai l'impression qu'on les subit et je trouve par le fait qu'on soit toujours dans la réaction d'événements qui nous dépassent. Donc peut-être qu'on se regarde pas assez dans les yeux et qu'on n'admet pas que l'évolution des choses me paraît incontrôlable. Est-ce qu'on a besoin d'une action centralisée pour tout ça? Je sais pas, peut-être que c'est la seule solution pour certains endroits, certaines villes, certains territoires. Mais intimement, je crois fort en l'intelligence collective et la capacité du groupe à prendre une décision à l'échelle de l'individu, celle du quartier ou du village. Alors ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit encore chercher à limiter notre impact ou directement penser à se protéger par des infrastructures? Est-ce que c'est si contradictoire que ça de pousser dans l'anthropocène, quitte à savoir qu'on va se prendre un mur? Est-ce qu'on ne se préparerait pas une armure, un casque pour se préparer au choc et subir le moins de dégâts possible? Ou on prépare ce qui se présente derrière le mur sans savoir si on va survivre au choc, mais en même temps qui nous dit qu'il n'y a pas un deuxième mur derrière et que l'armure ne servirait à rien. Enfin, est-ce que le futur de l'habitat humain est toujours dans la ville et la métropole? Et finalement, c'est quoi la ville de demain, quoi? Comment on va vivre ensemble demain? Question qui était d'ailleurs posée à la Biennale de Venise l'an dernier et qui nous interroge sur notre responsabilité pour les échéances à venir qui sont très proches. Voilà, merci pour votre écoute. Cet épisode ne s'est pas vraiment passé comme prévu. On aurait aimé recevoir Farah Fervel pour qu'elle puisse intervenir avec nous. Mais tout s'est pas encore passé comme prévu. Tout n'est pas encore très au point. Donc n'hésitez pas à donner votre avis sur la question dans les commentaires ou par message sur le format qui va encore évoluer dans le temps. Renseignez-vous sur le sujet si vous intéresse et on se revoit très vite, j'espère. Et bon mois de décembre à vous. Ok.